Bonjour, dans cette vidéo, nous allons établir l'équation du transformateur et commencer notre étude du transformateur parfait. Alors pour établir les équations du transformateur, je pars de ce schéma que vous voyez à l'écran afin de préciser les notations et les conventions de signes. Alors, on voit que le flux phi ici est commun aux deux enroulements et qui apparaissent dans les enroulements des flux de fuite qu'on va appeler F1 pour le primaire et un flux de fuite F2 qu'on va appeler F2 pour le secondaire. Dès lors, on peut dire que le flux phi1 total parcourant la bobine du primaire est donné par le flux phi plus les fuites F1. Tandis que le flux phi2 parcourant le secondaire est donné par le flux phi moins les fuites F2. Alors, dans les notes, vous voyez que phi, F2 et tout ça sont représentés comme ceci, donc avec le signe vecteur en bas, mais ça s'agit bien de vecteurs, hein. C'est une convention de signe particulière, enfin c'est une convention d'écriture particulière, mais ce sont tous bien des vecteurs. Si on considère des résistances R1 et R2 comme les résistances des enroulements, on peut écrire que, donc on est en régime sinusoïdal ici, V1, attention V1 ici, est égal à R1, la résistance des enroulements, multipliée par le courant I1 qui les traverse, plus la partie du flux qui passe ici dans mon primaire, qui est donnée par J oméga N 1 multiplié par phi 1. Alors, en effet, on a une bobine ici, donc c'est comme si on avait une résistance plus une bobine placée dans le circuit, et donc c'est pour ça qu'on voit apparaître cette contribution J oméga N1 phi 1. Alors, par la même ordre d'idée, si on veut représenter ici, enfin si on veut calculer ici V2, on va avoir, alors on va écrire ici R2 I2 avec un signe moins, parce qu'on voit que I2 sort du circuit magnétique, plus J oméga N2, et ici c'est phi 2. Puisqu'ici c'était phi 1 évidemment. Alors, le flux commun, donc phi total, il est lui donné par la loi d'Hopkinson. Hopkinson, j'ai du mal avec l'orthographe de ce monsieur. Comme ceci, donc qui est un physicien anglais des années mi-1800, qui est mort fin des années 1800, et qui a travaillé beaucoup sur l'électricité en triphasé et sur le magnétisme. Et donc le flux phi, donné par la loi d'Hopkinson, qui dit que la réluctance du circuit magnétique multipliée par le flux phi est égale à la somme des différents NI. Alors la réluctance du circuit magnétique, c'est une sorte de résistance. On pourrait faire l'assimilation entre la résistance en électricité et la réluctance en magnétisme. Et donc ici, tous les NI qu'on a, c'est N1 I1 et N2 I2. Donc on va pouvoir écrire que N1 I1 moins N2 I2 ici, puisqu'on voit que les courants sont dans des sens différents. Tout ça va être égal à la réluctance de mon circuit magnétique multipliée par le flux total phi. Alors, il y a aussi les flux de fuite qu'on peut calculer ici. Je ne vais pas sélectionner, voilà, merci. Donc les flux de fuite ici qui sont donnés par des relations assez simples. Le flux de fuite F1 multiplié par le nombre de tours au primaire est égal à L1, c'est-à-dire l'inductance de la bobine du primaire, multiplié par le courant I1. Et donc, par analogie, F2 multiplié par N2 va être donné par l'inductance de la bobine numéro 2, multiplié par le courant I2 qui la traverse. Alors, on va repartir de V1 ici, développer un peu ça. On voit que V1 est égal à R1 I1 plus J oméga N1
phi1, et phi1, c'est le flux phi plus f1, ici. Alors j'ai oublié aussi une vectorielle ici sur les flux. Alors on va développer cette équation, hein. On va avoir du coup ici R1 I1 plus J oméga N1 fois le flux phi plus J oméga N1 fois F1. Or F1, on a écrit ici que F1 c'est L1 I1 sur N1. Et donc on va pouvoir transformer ici F1, il va donc rester ici R1 I1 plus J oméga N1 fois le flux phi plus J oméga N1 fois, alors j'avais exprimé, hein, j'avais dit que c'était L1 I1 sur N1, L1 I1 sur N1, alors les N1 s'en vont, les N1 s'en vont, on peut mettre ici I1 en évidence pour obtenir ça ici, et donc on va finalement obtenir que V1, ici, c'est, alors, R1 plus il reste J oméga et L1, multiplié par le courant I1, plus, alors il reste ce terme-là, J oméga N1, fois le flux phi total. Alors, on peut refaire la même démonstration pour V2. Je vais pas la refaire ici, je vous invite à la faire si vous avez un doute, mais en tout cas V2, du coup, va être donné par, alors il va y avoir ici moins, puisque c'est moins R2 I2, donc il va y avoir moins R2 plus, eh bien, J oméga L2 fois I2, plus J oméga N2, hein, ici, J oméga N2 fois le flux total phi. Et il nous reste encore la loi d'Hopkinson, de façon à avoir les trois équations fondamentales du transformateur, c'est-à-dire que c'était N1, I1, moins N2, I2, et tout ça, ça donnait la réductance fois le flux. On vient de déterminer ici les trois équations de base d'un transformateur. Alors on n'a pas encore tout introduit, hein, il reste les paires de fer, etc. Mais on va déjà pouvoir, avec ces équations, étudier le transformateur parfait. Alors transformateur parfait ou idéal, c'est une notion de transformateur, donc c'est pas un transformateur qui existe, mais qui va nous permettre de réaliser les améliorations, enfin c'est pas vraiment des améliorations puisque c'est plus des pertes, mais de créer un transformateur réel à partir de ce transformateur parfait en y ajoutant ce qu'on va omettre ici dans mon transformateur parfait. Alors, un transformateur parfait, par définition, n'a pas de fuite magnétique. Donc, s'il n'y a pas de fuite magnétique, ça veut dire que le coefficient d'induction L1 est égal au coefficient d'induction L2 et il vaut 0. Il n'y a pas de perte joule. Et donc, s'il n'y a pas de perte joule, ça veut dire que les résistances d'enroulement sont égales et valent 0. C'est un circuit magnétique parfait, donc ça veut dire qu'il laisse passer parfaitement les lignes de champ magnétique à l'intérieur de lui, ce qui veut dire que la réductance de mon circuit magnétique vaut 0. Et qu'en plus de ça, il n'y a pas de perte de fer, mais ça, on en reviendra plus tard. Et donc, on peut simplifier les équations qu'on avait ici à gauche, pardon. Alors, on va avoir pour V1, eh bien pour V1, si L1 vaut 0 et R1 vaut 0, on va simplement avoir ici, il va nous rester le terme de droite, c'est-à-dire J oméga N1 fois le flux phi, transformateur parfait. V2, même combat, il va me rester ici J oméga N2 fois le flux phi total. Et le rapport ici, enfin l'expression d'Hopkinson ici, N1
I1 moins N2 I2 va être égal, eh bien, à 0. Et donc on a ici les trois équations du transformateur parfait. Alors on peut un peu chipoter sur ces équations et voir des choses intéressantes qui apparaissent. Si jamais je fais ici, entre ces deux-là, le rapport V2 sur V1, je vais ainsi obtenir, eh bien, J oméga N2 fois le flux phi sur J oméga N1 fois le flux phi. Et donc, tac, tac, tout s'en va. Et il me restera l'expression V2 sur V1 est égal à N2 sur N1. Très important comme équation, puisque c'est elle qui va permettre de déterminer, en fonction de V1 et de N1, le nombre de tours N2 appliqués au secondaire pour obtenir une tension V2 que l'on désire. Dans le même ordre d'idée, on va repartir sur celle-ci. On va donc avoir ici N1 I1 qui est égal à N2 I2, ou encore I1 sur I2 ici, qui va donc me donner N2 sur N1, et N2 sur N1, on a vu que c'était, ici, on a vu que N2 sur N1, c'était V2 sur V1. Et ça, c'est des éléments fondamentaux du transformateur. Le rapport N2 sur N1, c'est ce qu'on appelle le rapport de transformation. Et c'est lui qui, du coup, détermine tout, finalement, combien il va y avoir de N1, combien il va y avoir de tours au secondaire, si on a une tension V1 qui vaut autant, et qu'on veut une tension V2 qui vaut autant. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut connaître le nombre N1, puisque si on fixe V1, admettons, on veut transformer 230 volts en 12 volts, alors on connaît V1, c'est fixé par le réseau, c'est 230, on connaît V2, puisqu'on sait qu'on veut en faire, nous, du 12 volts, donc si on connaît N1, on peut déterminer N2. Mais comment connaître N1? Alors, on va repartir de l'expression du flux, ici, peu importe laquelle, on va prendre V1 par exemple. Donc, si je pars ici de V1, je peux dire que le flux phi, c'est égal à, alors il va me rester ici, V1 sur oméga N1. Alors vous allez me dire, le J a disparu, oui, parce que je ne suis plus en vecteur, je suis en valeur efficace. Dès lors, si on sait que l'induction du circuit magnétique B, ici, donc la valeur efficace du B, eh bien ça c'est égal au flux sur la section. Alors, vous allez aller voir les vidéos sur le magnétisme si vous avez un doute. Il y en a plein sur la chaîne YouTube. Et B efficace, on sait qu'une valeur efficace c'est toujours la valeur max, en sinusoïdal bien sûr, sur racine de 2. Et donc je peux faire quelques petites transformations ici. Je vois que Bmax sur racine de 2, c'est égal au flux phi, c'est-à-dire V1 sur oméga N1, divisé par la section, ici, donc la section du circuit magnétique, évidemment, S. Et donc, on peut dire que Bmax est égal à racine de 2 fois V1 sur oméga N1 fois la section. Et tout ça, eh bien, ça doit être inférieur ou égal à la saturation, puisqu'on sait que un aimant travaille toujours dans sa phase comme ceci, et qu'ici on a ce qu'on appelle la saturation, c'est-à-dire même si j'augmente le courant ou le champ, eh bien l'aimantation à l'intérieur de mon aimant n'augmente plus, on a ce qu'on appelle saturation. Et donc le Bmax qu'on doit obtenir ici doit être inférieur à la saturation. Alors la saturation, elle est donnée par quoi? Par le fabricant, simplement, puisqu'on sait que si jamais on prend un tel matériau magnétique, eh bien son B de saturation est d'autant. Et donc c'est l'information qui va être donnée par le fabricant de tôle magnétique. Et du coup, si jamais le fabricant de tôle magnétique nous dit, eh bien Bsat c'est autant, ça veut dire qu'on peut connaître la valeur de N1 si on a fixé V1 ici par exemple à 230 volts. Une fois qu'on a donné N1, eh bien avec le rapport de transformation,
on va pouvoir déterminer N2 pour avoir par exemple 12 volts au secondaire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine.